Bien, bonjour, bienvenue à la Cinémathèque française, bienvenue en ces jours de réouverture, de reprise, bienvenue à cette rétrospective, alors non intégrale, un coup de chapeau à Clint Eastwood en 7 films, un petit marathon de 3 jours qui a commencé vendredi soir, qui continue encore demain. Voilà, et cet après-midi, donc, Sully. Je vais faire une présentation très courte, puisque vous le savez, après la projection, avec celles et ceux qui voudront, nous aurons une discussion. Frédéric Bonneau, le directeur de la Cinémathèque, nous rejoindra pendant la projection. Lui aussi, il est entre 2 avions. Et il viendra pour dialoguer autour du film et autour de la figure d'Eastwood. Sully, c'est le 35e long métrage de Clint Eastwood, officiel, c'est-à-dire officiellement signé. Il a 86 ans au moment où le film sort. Vous allez voir, il est en forme. Et le film sort le 9 septembre 2016. Alors cette date, elle est évidemment pas choisie au hasard par la Warner Bros, qui coproduit et qui distribue le film. Le 9 septembre 2016, c'est évidemment 2 jours avant la date du 15e anniversaire du drame du 11 septembre 2001, l'effondrement des tours jumelles du World Trade Center. Et évidemment, le film résonne avec cette tragédie. Vous le verrez, vous le comprendrez, on en reparlera, j'y reviendrai sans doute dans le cours de la discussion. Le film a été un très très grand succès au box-office, je pense l'un des derniers grands succès populaires d'Eastwood aux États-Unis. Et puis le film donc raconte une histoire, vous allez la découvrir. C'est un fait divers réel, un fait divers à la fois réel et spectaculaire, qui s'est déroulé à New York le 15 janvier 2009. Le film va vous le raconter. C'est c'est à la fois un film, c'est pas un film catastrophe, loin de là, ou en tout cas qui déjouerait les clichés du genre du film catastrophe. C'est aussi un film qui appartient à la période d'Eastwood des années 2010, qui sont une période où il fait des films passionnants, et qui est une période un peu négligée, à la fois peut-être parce qu'elle est proche de nous, mais aussi peut-être parce qu'il y a chez les spectateurs une forme de lassitude depuis le temps qu'Eastwood fait des films, tient encore à Eastwood, mais ça mérite d'être vu et revu, les films des années 2010. Juste avant celui-ci, il fait American Sniper, qui est un film passionnant. Juste après, il fera le 15h17 pour Paris, La Mule et le cas Richard Jewell. Tout ça dans la deuxième moitié donc, des années 2010. Ce sont chaque fois, le point commun entre tous ces films, c'est que ce sont chaque fois des faits divers. Les films partent de faits divers récents, enfin récents à l'époque du film, qui s'étaient effectivement produits peu de temps avant dans la société américaine. Ce sont donc des faits divers récents, évidemment revisités par la fiction. Et puis ce sont des récits qui tournent tous autour de la figure de ce qu'on pourra appeler un héros ordinaire, ce qui, vous en conviendrez, héros ordinaire est un oxymore, puisque comment être un héros si on est ordinaire, et comment être héroïque, bref, vous avez compris, ça ne va pas ensemble, héros ordinaire, et c'est justement l'un des grands sujets d'Eastwood. L'un des autres grands sujets, c'est évidemment au cœur de cette question du héros ordinaire, l'articulation entre la figure de l'individu et son rapport à la collectivité, et comment justement les deux arrivent à travailler et à vivre ensemble ou pas. Voilà, bonne projection, et puis on se retrouve, si vous le voulez, après la projection pour en discuter. Merci. Bonjour à tous, donc cette mini rétrospective Clint Eastwood est à l'occasion de son anniversaire, puisqu'il vient d'avoir 95 ans, notre ami Clint. Il ne voyage plus beaucoup, donc ce n'est pas la peine d'essayer de l'inviter. Et puis c'est aussi à l'occasion de la sortie de ce livre de Bernard Benoliel, Clint Eastwood, Je suis celui que je veux être, qui vient d'être publié aux éditions de l'Œil. Alors Bernard, ce qui est assez passionnant dans le livre, en fait, c'est que c'est un essai critique et biographique, ça mêle un peu les deux, et tu reviens en fait sur les diverses fortunes qu'a connues Clint Eastwood, non seulement avec le public, où on peut dire que ça s'est toujours à peu près bien passé, sauf peut-être vers la fin, on y reviendra,
et puis avec la critique ou même l'establishment hollywoodien, disons, où ça s'est beaucoup moins bien passé. Et en fait, tu racontes qu'il a toujours été cinéaste à sa façon, dans les films de Sergio Leone, évidemment la trilogie des dollars, quand il part en Italie faire des westerns qui vont quand même révolutionner le genre, c'est le moins qu'on puisse dire, ou dans les films de Don Siegel, qui a été un de ses premiers maîtres américains. D'une certaine façon, il est déjà cinéaste. Mais peut-être le plus étonnant, et on peut le rappeler aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qu'on a oublié, maintenant Clint Eastwood, il est considéré comme la statue du commandeur qui marche, enfin il est assez peu contesté. Ses débuts de cinéaste se font dans une sorte de clandestinité méprisante, c'est-à-dire que c'est quelqu'un dont les premiers films sont tout de suite intéressants, quand on les revoit aujourd'hui, c'est l'évidence, et pourtant c'est quelqu'un qui n'est absolument pas considéré. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut dire que les premières années de Clint Eastwood cinéaste, eh bien on le laisse faire des films dans son coin, le public vient la plupart du temps, mais on ne le considère absolument pas. Comment expliquer ça? Alors, bon, d'abord d'un mot, et puis comme ça sera dit, merci pour cette rétrospective et cette occasion. Effectivement, d'une certaine manière, à partir du moment où Eastwood apparaît comme acteur, disons, à partir du moment où il commence à avoir une image, comme tu l'as dit, effectivement, le public le suit d'emblée. D'une certaine manière, c'est un peu comme dans Sully, c'est-à-dire on voit bien que l'homme de la rue, le kidam, a d'emblée confiance dans Sully, et que c'est plutôt les experts qui font la moue. Et d'une certaine manière, c'est un peu ce qui est arrivé à Eastwood dans toute une grande partie de sa carrière, parce qu'effectivement, tu l'as rappelé, pour exister, il doit faire un double pas de côté, c'est-à-dire pour commencer à apparaître, il faut faire un double pas de côté. Le premier, c'est la télévision, donc c'est Rawhide, le western, donc 8 saisons, 217 épisodes. Bon, là, il commence à se faire remarquer, hein, les fans commencent à écrire le plus beau cow-boy du monde, et lui est tellement fatigué au bout d'un moment de son personnage qu'il l'appelle le larbin des prairies ou l'idiot des plaines. Bon, donc il y a un moment où ça commence à venir, et en même temps, ça vient pas. Et donc il va faire un autre pas de côté, c'est celui que tu as décrit, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un western aux États-Unis, il va faire un western en Italie. À partir du moment où il fait ce western en Italie, c'est-à-dire qu'en fait il accomplit un geste un peu sacrilège, quoi, c'est-à-dire, si tu fais un western, tu fais un western aux États-Unis. À partir de ce moment-là, il commence à être d'emblée, raillé par la critique. S'ajoute à ça le fait que son jeu, très laconique, très marmoréen, très minimaliste, voulu par Leone, donne l'impression, entre guillemets, qu'il ne joue pas. Il y a une phrase un peu connue d'une de ses principales adversaires, qui s'appelle Pauline Kael. Elle a écrit on ne peut pas dire d'Eastwood que c'est un mauvais acteur parce que ce n'est pas un acteur. Jouer ne fait pas partie de son contrat. Bon, alors heureusement, il y en avait d'autres, mais qui n'avaient pas, qui n'étaient pas critiques professionnels, qui disaient mieux de lui. Je pense souvent à cette interview de Richard Burton. Richard Burton, qui était l'inverse, si je puis dire, de Clint Eastwood, acteur shakespearien, connaissant son Hamlet par cœur, et jouant dans un film d'action à la fin des années 60, quand les aigles attaquent avec Eastwood. Et il y a une télé qui vient sur le tournage et qui l'interviewe, qui lui demande ce qu'il pense d'Eastwood. Et il a cette expression, il dit c'est un acteur vraiment très intéressant. Si je devais qualifier son jeu, je parlerais de léthargie dynamique. Et j'ai trouvé que, ma foi, c'était mieux que Pauline Kael, la léthargie dynamique. D'ailleurs, sur le même tournage, Eastwood a pu dire de Richard Burton, il a dit ça va, j'ai compris, he'll do the talking, I'll do the killing. Voilà. C'est lui qui butera, et moi, c'est lui qui parlera, et c'est moi qui flinguerai. Bon, tout ça fait que, effectivement, Eastwood a l'envie très très tôt de réaliser, ça l'intéresse. Sur les plateaux de Rawhide, il traîne, il reste, il regarde, il se renseigne. Dès 1963, au sein de Rawhide, il a une possibilité de réaliser un épisode
mais pour des raisons de sponsor et tout ça, c'est trop compliqué, et il ne peut pas, il se fait la main sur des bandes annonces et tout ça. Mais on voit bien que ça le travaille. Et c'est à partir du moment où il va devenir un acteur célèbre, à partir du moment où il va constituer sa maison de production 67, Malpasso, que, disons, le rêve va pouvoir commencer à se formaliser, à se constituer. Et effectivement, il réalise son premier film en 1971, Play Misty for Me, Un frisson dans la nuit. Mais il se produit ce que tu décris, c'est-à-dire que là, littéralement, il fait cavalier seul. Ses films, en tant que réalisateur, ne sont pas regardés parce que l'acteur est déjà pas pris au sérieux. Donc pourquoi irions-nous voir les films d'un acteur qu'on ne prend pas au sérieux? Et pourquoi les considérerions-nous? Et d'autre part, il se trouve que dans cette décennie des années 70, en fait, qui est un peu considérée à juste titre comme une décennie de la renaissance hollywoodienne où les cinéastes prennent le pouvoir, disons. Ou en tout cas, pendant une brève période, les cinéastes ont le pouvoir à Hollywood, dans certains studios et dans certains cas. Mais il se trouve que Tarantino, par exemple, dans son récent Cinéma Spéculation, a consacré un article aux cinéastes des années 70. Et il les range dans deux familles. Il dit d'un côté, disons, il y a les cinéastes anti-establishment dans les années 70, ceux qui sont radicalement, disons, politisés. Le plus bel exemple étant, disons, Robert Altman. Et puis de l'autre côté, il y a la famille ce qu'il appelle les movie brats, c'est-à-dire les cinéastes cinéphiles, les Spielberg, les Bogdanovich. Et en fait, de tout l'article, Eastwood est absent, parce qu'il ne rentre dans aucune de ces deux familles-là. C'est une sorte d'autodidacte, c'est quelqu'un qui a décidé tout seul qu'il avait en lui l'envie et le désir et la possibilité d'être cinéaste, mais il n'appartient à aucune de ces familles-là, et si bien que, effectivement, dans toutes les années 70, il fait vraiment plusieurs films, hein, je n'ai plus compté, mais il y en a peut-être plus de 7 ou 8 dans les années 70 qu'il réalise, qu'il signe de son nom, et ça ne prend pas. Le plus bel exemple, c'est José Wells sur la loi, qui est vraiment un des plus beaux, 1976, un film vraiment réussi, un western, et c'est, tu es bien placé pour le savoir, c'est Orson Welles qui passera à la télévision dans un talk show en 1982, et on l'interrogera parce que je crois qu'à ce moment-là vient de sortir Firefox, et donc on demande son avis à Orson Welles sur Firefox. Bon là il est dubitatif, on le comprend en partie, et il dit mais j'en profite, il dit puisque vous me parlez de Clint Eastwood, je tiens à vous dire que j'ai vu José Wells sur la loi, et il dit je l'ai vu 4 fois. Alors ce qui rappelle d'ailleurs les fois où pour Citizen Kane il regardait en boucle Stagecoach. En tout cas il dit j'ai vu José Wells 4 fois, et je tiens à dire que Clint Eastwood est le cinéaste le plus sous-estimé du monde. Bon, venant d'Orson Welles, ça pose un peu là, et effectivement, à partir, disons, de 82, de Honky Tonk Man, d'abord en France, puis ensuite aux États-Unis, puis Pale Rider à Cannes en 1985, là, quelque chose commence à advenir, disons, quelque chose commence à se retourner, mais ce à quoi, je dirais, Eastwood a travaillé dans ses films, c'est-à-dire qu'il a vraiment essayé de modifier la perception de l'image qu'on avait de lui en tant qu'acteur, ce qui a fini par avoir un effet sur la perception qu'on avait de lui en tant que réalisateur. Alors, on va parler de ce thème-là, parce que c'est vraiment un des thèmes qui court dans le livre et dans l'analyse, mais c'est vrai qu'il n'est pas croyable quand même dans sa façon de faire, dans sa façon de choisir ses films. Il n'en loupe pas une, quoi. C'est-à-dire qu'il fait par exemple Inspecteur Harry, donc le célèbre Dirty Harry, donc là c'est Don Siegel qui réalise, on est en 1971, il le tourne à San Francisco. San Francisco, bon ben depuis au moins la seconde moitié des années 60, c'est les hippies, c'est les flowers, c'est le flower power, c'est la ville de toutes les libertés, de la liberté sexuelle, etc. Et lui, il fait ce film avec Don Siegel qui est inspiré de l'affaire du Zodiac, dont on reparlera beaucoup, mais il joue quand même un flic un peu sans foi ni loi, ou qui en tout cas a tendance à faire sa propre loi. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que même le choix de la ville, bon, mais qui est dicté parce que le fait divers s'est passé là, mais c'est déjà une provocation. C'est-à-dire que c'est ce que tu dis toujours dans le livre, il est celui qu'il veut être, effectivement, et quoi qu'il en coûte, et quoi qu'il lui en coûte. C'est-à-dire que c'est le pas de côté permanent et le refus absolu
de se situer, disons, dans la bonne ambiance ou dans ce qu'on pourrait appeler, disons, le conformisme dominant. Ah oui, là, de ce point de vue-là, enfin, l'association entre, disons, Eastwood et Don Siegel va faire qu'effectivement, comme tu dis, ils ne vont en faire qu'à leur tête. C'est-à-dire que déjà, Don Siegel, c'est une tête brûlée, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout considéré par l'intelligentsia ou par le... Donc là, ils se retrouvent l'un et l'autre. Ils se comprennent, ils s'entendent. Ils vont faire 5 films ensemble jusqu'à la fin des années 70. Et effectivement, le coup de tonnerre de Dirty Harry, enfin donc de l'inspecteur Harry en 1971, provient à la fois du succès incroyable du film et en même temps de la polémique qu'il engendre. Parce que le personnage de Dirty Harry, Harry le charognard, est présenté dans le film comme ce qu'il est, un personnage borderline. Le problème de la polémique qui s'en suivra, c'est que ce personnage borderline, il est attrapé dans un tout qui est celui de l'article de Pauline Kael, entre autres, où elle traite le film, enfin elle traite tout le monde de fasciste. C'est-à-dire le personnage, l'acteur Don Siegel, le film, tout le monde est mis dans le même panier. Or on sait depuis, il y a eu des analyses assez poussées du film pour montrer que le film ne mésestime pas le côté borderline du personnage, mais la mise en scène, elle, en quelque sorte, crée la distance, quand il le faut, entre les actes du personnage et sa représentation. Tout ça pour dire, parce qu'on ne va pas faire une conférence, mais que c'est beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. Sauf qu'on est dans les années 70, Eastwood dit qu'il vote républicain, Eastwood dit qu'il est nixonien, bon après ça bougera, mais c'est une époque de grande polarisation politique. D'ailleurs, Eastwood aura une formule pour dire, il disait, dans ces années-là, tous les libéraux traitaient les conservateurs de fascistes, et tous les conservateurs traitaient les libéraux de communistes. Donc on est dans un moment ou dans une période où, disons, la subtilité de la mise en scène, ou la déontologie de tel ou tel, ou disons la morale du travelling, c'est pas exactement le sujet. Et qu'à ce moment-là, on va plutôt à l'essentiel, à l'évidence, à l'apparence. Et ce qui est vrai, c'est que de toute façon, le film lui-même est comment dire, sujet à la discussion. Il ne laisse pas indifférent. Le personnage est ultra pulsionnel. Il est effectivement, comment dire, étrange. C'est un solitaire. C'est presque une préfiguration du Travis Bickle de Taxi Driver. Donc voilà, on est dans ce genre de personnage. Mais comme Eastwood a une image et une réputation, eh ben les deux, en quelque sorte, se télescopent. Et ça, mais non seulement il va mettre des années, en quelque sorte, j'allais dire, à se décoller de cette image, mais lui-même va être hanté par le personnage de Dirty Harry. Bon, alors, bien sûr, il y aura des suites du fait du succès, mais il y aura aussi, même dans des films qui ne sont pas officiellement des inspecteurs Harry, il y aura comme des résurgences du personnage, parce qu'Eastwood ne cesse d'y revenir. Il se dit, et si Pauline, en fait, il ne le formule pas comme ça, mais et si Pauline Kael avait raison? Et s'il y avait quelque chose que je n'avais pas vu? Et d'une certaine manière, il finit par se tromper même sur la lecture qu'on peut faire du film de Don Siegel. Alors, ça, c'est un des grands thèmes du livre que tu vas dédicacer tout à l'heure à la librairie, j'ai oublié de le dire. C'est un thème assez passionnant parce que je pense qu'il a été assez peu traité pour Eastwood ou pour n'importe quel cinéaste. C'est le thème de la réparation. C'est-à-dire que Clint Eastwood, il veut essayer de réparer les choses. Alors là, tu le dis très bien, il veut réparer son propre personnage. Donc non, je ne suis pas l'infect macho que vous croyez, encore moins le facho que vous croyez. Il va prendre quand même beaucoup de temps à jouer des personnages de losers, à jouer des personnages de marginaux, à jouer des personnages qui sont moins forts que les femmes dans ses propres films, les personnages qu'il interprète, pour essayer de lever ce malentendu. Mais comme dans le livre, tu balayes les thématiques sur toute ta filmographie, et il a fait quand même 41 films, prenons celui-là, celui qu'on vient de voir, donc Sully. En quoi ce film-là est aussi un film de réparation? C'est-à-dire que l'ambition, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis un Tom Hanks movie. Chaque année, Tom Hanks fait un film, et en gros, évidemment, il va jouer un personnage positif qui va avoir raison à la fin, quoi. Voilà, ça c'est la commande. En plus, c'est les producteurs qui ont pignon sur rue, qui sont les producteurs attitrés de Tom Hanks, donc il ne s'agit pas d'en dévier. Mais
l'ambition de Eastwood est encore autre. Hein. La question, disons, de ce que tu appelles ce qu'on appelle la réparation, c'est une question absolument cruciale chez Eastwood, parce que autant il apparaît comme un acteur et un cinéaste clivant, autant lui, au contraire, ne travaille qu'à la réunion. Il y aurait plusieurs exemples possibles, mais disons, on a mentionné José Wells hors la loi. José Wells hors la loi raconte l'histoire d'un homme qui veut mourir en se vengeant, pour faire simple, et qui, au lieu de cela, va agréger, à la fin de la guerre de sécession, j'allais dire, les morceaux flottants du reste de l'Amérique. Et à son corps défendant, il va se retrouver une sorte d'aimant et refaire en quelque sorte autour de lui une petite communauté. C'était pas prévu, mais c'est ce qui se produit. Et que, évidemment, au moment de la guerre, alors que lui-même est balafré et tout ça, donc tout ça pour dire qu'à un moment, ça refait corps. Et c'est son sujet. En 1976, quand il fait José Wells sur la loi, on sort de la guerre du Vietnam. Donc, un pays absolument en lambeaux, enfin une société en lambeaux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut encore raconter comme histoire? Mais justement, qu'est-ce qu'on peut encore proposer comme fiction de la réunion, de la communion, de la réparation? Qu'on y parvienne ou pas, parce que ça, c'est une des dimensions essentielles de l'œuvre. Dans certains des films d'Eastwood, parce que ce sont des fictions, parce que, en quelque sorte, le temps joue à être docile, et ben ça marche. Et puis il y a des films où ça marche pas du tout. Et ça marche pas du tout parce que, justement, la réparation, au lieu de la réparation, on produit de la répétition. Et cette répétition, c'est la répétition liée à la violence. Donc des films comme Impitoyable ou Un monde parfait, courent désespérément après une forme de réparation sans jamais pouvoir y accéder. Ici, dans Sully, disons, Eastwood trouve dans le réel, entre autres, cette histoire incroyable qui lui permet de raconter, bien sûr, l'exploit d'un pilote, mais ce que dit Tom Hanks à la fin, évidemment, ramasse la mise et rassemble le propos du film, c'est-à-dire je ne suis pas d'accord, je n'ai pas fait ça tout seul, j'ai fait ça ensemble. Et ce qui a intéressé Eastwood, je pense, dans le film, c'est ce mouvement. Bien sûr, c'est le geste du pilote, c'est le facteur humain, c'est l'idée de l'instinct. Dieu sait que Eastwood est passionné par la question de l'instinct. Lui-même, il réalise comme ça, le culte qu'il a de la première prise. En disant c'est parce que c'est dans la première prise que l'acteur ne joue pas totalement, ou n'a pas totalement conscience encore qu'il fait l'acteur, que peut-être va se produire un inattendu, un ineffable, quelque chose qui l'intéresse, une vibration. Bon, cette question de l'instinct, cette question de l'instant juste, du moment, c'est évidemment quelque chose que Sully incarne. Le facteur humain, le beau geste, le bon geste, le geste rare, et le geste qui va presque faire dans la communauté ici collection. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il fait son geste... Le geste du professionnel aussi. C'est ce qu'il dit avec son copilote à la fin. On a fait notre boulot. Ça, c'est le moment, je ne sais pas si c'est le moment hobbesien ou fordien, mais c'est le moment, disons, où l'un et l'autre se congratulent en privé en se disant on a fait notre job. C'est-à-dire la notion du héros ordinaire, c'est-à-dire le héros, c'est celui qui est un homme ordinaire, mais qui accomplit quelque chose d'extraordinaire tout en disant qu'il n'a rien fait d'autre que ce qu'il devait faire. Bon. Mais dans le film, on voit bien que ce qui intéresse Eastwood, c'est non seulement ce qui se passe sur l'Hudson, c'est-à-dire cette idée folle d'aller poser l'avion sur le fleuve, mais ce que ça enclenche, ce que ça engendre dans la société américaine, c'est-à-dire tout d'un coup les gardes-côtes, les hélicoptères, enfin c'est comme un précipité ou une figuration d'une société qui se réveille et qui se met en marche ensemble pour accomplir évidemment l'idéal communautaire, c'est-à-dire sauver tout le monde. Aujourd'hui on ne perdra personne, dit quelqu'un. Et donc, en quelque sorte, réparer l'union. Le film ne joue pas là-dessus, mais c'est quand même pas non plus anodin que cet homme se soit posé sur l'Hudson, je dirais, à 2 brasses de la Statue de la Liberté. C'est-à-dire que quand ici, il se produit, en quelque sorte, ce sauvetage en mer de la nation, on est presque dans la tradition de l'histoire américaine, telle qu'elle devrait être, c'est-à-dire accueillir tous les démunis, comme il est écrit sur la Statue de la Liberté. Mais dans le livre, tu vas encore un peu plus loin que ça, en fait. Tu dis que la réparation, ça peut aller
jusqu'à essayer de se consoler du plus traumatique des événements, c'est-à-dire le 11 septembre. C'est-à-dire que finalement, a sauvé ses passagers, se poser sur l'Hudson River, c'est ce qu'on appelle une uchronie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'aurait pu être le 11 septembre si ça s'était passé différemment, s'il y avait eu des héros américains, voilà, comme si Sully avait été pilote de l'avion le 11 septembre 2001, c'est-à-dire que le fantasme du film c'est celui-là, c'est-à-dire qu'effectivement c'est une fiction consolante, c'est une fiction, c'est une catharsis post-traumatique. C'est pour ça que le film a été un immense succès. Mais dès 2009, quand l'événement réel s'est produit, tout le monde a pensé à ça. Tout le monde s'est dit, de nouveau un avion survole New York, mais cette fois-ci, il n'y a pas de mort. Bon. Donc, d'une certaine manière, le film capitalise là-dessus, mais c'est évidemment un film thaumaturge, une sorte de film consolant, avec cette idée que c'est effectivement une uchronie, le 11 septembre aurait pu ne pas avoir lieu. Et ça, c'est une vieille idée d'Eastwood, parce que quand on voit un film, quand on voit son obsession de l'assassinat de Kennedy, ça ne veut pas dire que du tout Eastwood croit qu'il y a eu un complot, il n'est pas du tout de ce côté-là. Lui, il pense que c'est Lee Harvey Oswald qui a fait le coup. Mais il est obsédé par le moment Kennedy, non pas comme l'origine des violences, mais comme la répétition de la violence, et comme le fait que ça n'a pas pu être empêché parce que justement la tragédie de la répétition. Et il va faire un film là-dessus, il va jouer dans un film, il va même quitter la Warner Bros pour pouvoir jouer dans ce film-là. C'est un film qui s'appelle Dans la ligne de mire et qui là remet l'histoire en scène. Où il joue un garde, enfin c'est pas un film de lui, c'est un film de Wolfgang Petersen, où il joue un garde du corps présidentiel. Et son drame, c'est que comme on le reproche pendant tout le film, lui, il a déjà perdu un président. Voilà, et donc il était garde du corps à Dallas en novembre 1963, et tant et si bien qu'on lui dit, le monsieur, l'actuel président des États-Unis, tu le rends un peu nerveux. Oui. Donc on va un peu t'éloigner. Oui. C'est-à-dire que ce trauma fait qu'il est aussi extrêmement mal vu. Ah, en fait. Oui. Bah, de toute façon, ça fait partie de sa persona. Il est dans le film le poil à gratter, l'empêcheur de tourner en rond, le dinosaure, le has-been. Enfin, il joue toujours aussi sur cette... Dans la mesure où Eastwood et son personnage, ou ses personnages, il est là depuis tellement longtemps que dans les films, ça finit par devenir un sujet. Son âge, sa présence, encore lui, et tout ça. Et sauf que, évidemment, disons dans la ligne de mire, la fiction est docile, en quelque sorte, le trauma se représente pour être réparé, résolu, absorbé, et la première chance qu'il n'a pas eue, il l'aura une deuxième fois. Il y a des films d'Eastwood où ça se passe beaucoup plus mal. Mais ici, d'une certaine manière, et c'est là où l'Uchronie, je trouve, va loin, c'est que ce film-là, Sully, il le tourne juste après American Sniper. Et que si on... Donc, le film vient après. Mais en fait, Sully vient avant. Parce que si on est dans l'Uchronie ou dans le fantasme imaginaire d'Eastwood, à savoir que d'une certaine manière, le 11 septembre aurait pu être empêché, dans la version alternative de l'histoire, que permet la fiction, alors à ce moment-là, il n'y avait plus aucune raison pour que Chris Kyle, qui va tuer 160 personnes en étant l'American Sniper dans la deuxième guerre du Golfe, y aille. Donc d'une certaine manière, Sully, imaginairement, déprogramme le geste du tueur du film précédent. Et c'est en ça, d'une certaine manière, que Eastwood, oui, c'est un raconteur d'histoire, et c'est quelqu'un qui se raconte une histoire rêvée des États-Unis. Une histoire rêvée des États-Unis, mais c'est aussi quelqu'un qui joue un peu avec nos nerfs, Bernard. Parce que quand on voit, tu parlais de Firefox tout à l'heure, ouais, que tu qualifies toi-même de fiction réganienne. C'est pas moi qui le dis, c'est toi. Donc, ce type qui s'est fait traiter de fasciste pendant toute sa jeunesse, à un moment, quelque part dans les années 80, au début des années 90, il y a un retour en grâce. Ouais. Donc là, on dit, ah non, c'est plus compliqué que ça, en fait, il est peut-être un peu libéral, on peut discuter. Et puis après, il rebascule quand même. C'est-à-dire que c'est les célèbres images, alors télévisuelles, celles-là, mais tu les analyses aussi de la convention républicaine, au moment de la campagne de la réélection d'Obama pour un second mandat, où il fait ouvertement campagne contre lui, et en faisant ouvertement campagne contre lui, il se ridiculise.
Et comme d'habitude, c'est toujours très compliqué chez lui, parce qu'il n'a pas l'air de porter Barack Obama dans son cœur, mais en revanche, il vient de faire un film à la gloire de Nelson Mandela. Donc, comment on fait avec ça? Enfin, comment suivre cet homme qui est tellement insituable qu'on peut presque le trouver incohérent à un moment, en tout cas de ce point de vue-là. Mais c'est vraiment pour ça, d'une certaine manière, que c'est ce que j'ai essayé de dire dans le début, c'est que mon fil conducteur, moi, ça a été les films. Parce que je pense que la meilleure version d'Eastwood, elle est dans les films. Elle n'est pas dans sa vie. Lui, il est comme nous tous, il a ses convictions, il a ses croyances, il a ses contradictions. Et des contradictions qui parfois se manifestent de manière palpable. En revanche, les films... même tu disais Firefox, qui est un film qu'on peut ne pas beaucoup aimer, surtout pour sa deuxième partie, qui est une partie d'action un peu bêta. En revanche, la première partie de Firefox déjoue le programme. C'est un personnage absolument largué, que joue Eastwood, traumatisé par un souvenir du Vietnam, et pendant plus d'une heure de film, c'est vraiment l'anti-héros. Mais on est presque dans une sorte de fiction de la guerre froide tournée par Hitchcock. Donc il y a quelque chose de toujours plus subtil ou de plus intéressant, y compris dans les films qui paraissent, disons, enfoncer le clou du gars réac ou riganien. Par ailleurs, quand il fait Firefox, comme je prends cet exemple et on pourrait en prendre plein d'autres dans sa carrière, il y a une part, je pense, de stratégie de sa part. C'est-à-dire qu'en même temps, Eastwood, c'est quelqu'un qui a pignon sur rue à l'intérieur du système des studios, mais qui doit en permanence, j'allais dire, assurer sa place. C'est-à-dire que lorsqu'il fait, juste avant Firefox, Honky Tonk Man, il prend un risque artistique, il le paye cher, le film est un bide, et donc il doit toujours, en quelque sorte, ménager la chèvre et le chou, ou s'assurer d'un succès, pour tenter un film personnel. Ce qui ne veut pas dire que les succès ne sont pas non plus des films parfois personnels. Mais donc il faut tenir compte aussi, je pense, il y a un principe de réalité, qui est que cet homme, cet artiste, travaille dans un système lui-même qui bouge avec le temps, et que ce système des studios a ses règles, il a ses lois, et que tout Eastwood qu'on est, on n'est pas unifugé, on n'est pas immuable. On n'est pas menacé de ne pas perdre sa place de parking sur le lot de Warner Bros. Donc il faut donner des gages. Et donc il en donne, il fait des films, non pas sous le manteau, mais qu'il obtient grâce à ses succès, et c'est comme ça qu'il avance. Dans le cas d'Obama, moi je pense, enfin c'est mon interprétation, c'est qu'un cinéaste qui a été autant passionné, à la fois par la fonction présidentielle, non pas qu'il ait couru après elle, mais qu'il l'ait représentée, la fonction présidentielle, et qui a fait autant, j'allais dire, pour le dire vite, dans les films pour la cause des Noirs, ou qui a autant filmé les Noirs, ne peut pas être insensible au fait qu'un Noir arrive à la Maison-Blanche. Il a beau être démocrate, c'est quand même une forme d'uchronie ou d'utopie, appelle ça comme tu veux. Il se passe quelque chose qui ne peut pas laisser indifférent. Comme il n'est pas frontal ou que d'une certaine manière il a ses idées politiques, effectivement, c'est mon interprétation du film, il fait un film sur Nelson Mandela. Mais pour moi, Nelson Mandela, dans Invictus, c'est un peu la double lumière d'Obama. Ça n'empêche qu'il va aller effectivement à la Convention républicaine en 2012, parler à la chaise vide et soi-disant faire le procès d'Obama et se prendre les pieds dans le tapis, parce qu'il n'arrive pas à être, je pense, profondément critique à l'égard d'Obama. Et même quand il essaye, lui-même se rend compte que son texte n'est pas bon. Et puis alors, on peut parler, ce lien en fait partie de la dernière période en fait de Clint Eastwood, parce que c'est quand même un drôle de cinéaste. Vers le milieu des années 90, avec un film comme Impitoyable, il est au sommet. C'est-à-dire que là, maintenant, il est absolument reconnu. Aux États-Unis, il y a deux choses qui comptent, le succès commercial et les Oscars. Donc là, il a les deux. Il a le succès commercial, le film est couvert d'Oscars. Et tu expliques qu'un film comme Million Dollar Baby, par exemple, qui est son film de boxe, que tu n'as pas l'air d'aimer beaucoup, alors qu'il est plutôt un film aimé par les gens qui aiment Clint Eastwood, tu dis, on peut y voir le début d'un certain académisme. C'est un peu plus léché, ça pose un peu à la grande forme, à la grande œuvre.
Et donc, toi, ta théorie critique, c'est qu'il déglingue un peu son propre système dans un geste d'absolue liberté. C'est-à-dire qu'il va s'intéresser, dans les années 2000 et encore plus dans les années 2010, à des sujets étranges. On n'est plus dans les grands sujets patriotiques, comme American Sniper, même comme Sully, mais ça va être des films comme Jersey Boys, par exemple, que personne n'a jamais vu. Hein. Là, pour le coup, il revient à la clandestinité des débuts. Est-ce que tu penses qu'il y a ça chez lui, c'est-à-dire que l'accomplissement de sa propre liberté, l'usage de sa propre liberté, le rend aussi assez méfiant sur, oui, le propre académisme qu'un cinéaste, maître de son art, peut susciter. Ah, mais je pense qu'il se produit un double mouvement. Effectivement, dans les années 2000, c'est ma vision des films, et Dieu sait que je pleure à $1 Million Baby, hein, c'est un film irrésistible, mais ma vision du film et mon intérêt pour le film s'accompagne quand même d'une forme de gêne esthétique, parce que, pour le dire d'un mot, j'ai l'impression que dans les années 2000, sans doute du fait des Oscars impitoyables, et d'ailleurs $1 Million Baby en remportera aussi, il y a chez Eastwood à la fois, sinon une course aux Oscars, du moins c'est comme s'il était rattrapé par le sentiment de sa valeur. C'est-à-dire qu'il a tellement été traîné dans la boue, puis tellement admiré. Il y a des kilomètres de papier et de livres sur lui pour dire quel cinéaste formidable il est. C'est comme si jusqu'à là, il s'était tenu à l'abri de ça. Et dans les années 2000, il y a une forme, je trouve, de cérémonie ou de cérémonial qui fait qu'il tourne des films dont l'humour est assez absent et qui sont que des films comme L'Échange ou comme Mystic River, qui sont des films qui pèsent leur poids de réflexion sur le mal, disons. Alors que je trouve que dans des films antérieurs, on trouvait les mêmes réflexions sans poser aux penseurs. Voilà. Et j'ai le sentiment qu'effectivement, soit dans une course aux Oscars, soit du fait d'une ambition en quelque sorte, puis il change aussi de chef opérateur. On passe de Jack Green à Tom Stern, on passe aussi du photochimique au numérique. Il y a la possibilité de travailler à l'infini la question du noir, et jusqu'à arriver à faire des plans un peu ourlés. Moi, dans les années 2000, j'ai plus de mal. Et là où je rejoins sur cette invraisemblable liberté qui me paraît le caractériser, c'est que dans les années 2010, c'est comme s'il cassait le jouet. Ou comme s'il revenait à des films qui, pour le coup, vont être parfois moins aimés, moins aimables, des films un peu plus frustes, moins léchés, mais que je trouve plus excitants, parce que là, d'une certaine manière, je retrouve l'Eastwood d'ancienne manière, celui d'une certaine manière qui ne fait confiance qu'à son cerveau reptilien, qu'à ses instincts, qu'à ses intuitions, et qui ne va pas chercher à nous livrer un film qui serait, disons, de la grande forme. Et en même temps, en disant ça, tu rejoins une certaine tradition critique, c'est-à-dire que tu cites un très beau texte d'Éric Rohmer sur le vieux Howard Hawks, disons, enfin le Howard Hawks final, un autre de Jacques Rivette. On sait que chez les grands maîtres, comme ça, a été constaté, alors on peut appeler ça décadence, déglingage ou liberté. Effectivement. Mais ces films sont plus ou moins bien pris. C'est-à-dire qu'il y a un côté, voilà, on a atteint une espèce de point de perfection, et comme évidemment elle ne peut pas être reproductible à l'infini, eh bien on va ailleurs et on prend des risques autrement. Tu penses que c'est ce qu'il fait, lui ? Lui, il l'a dit plusieurs fois. Tu sais, Eastwood n'est pas du tout un cinéaste analytique. C'est pas que c'est un cinéaste en cela purement américain. Il ne va pas décortiquer ou expliciter ses films. Quoique, le film qu'on vient de voir, L'air de rien, est quand même un film ultra analytique. On aura décortiqué pendant 1h30, 208 secondes. On aura passé notre temps à voir, revoir, sous différents... Enfin, c'est son Rashomon, on pourrait dire, hein, tu vois, une manière de... L'air de rien, quand même. Bon. Mais ça n'empêche que Eastwood, c'est pas quelqu'un qui se penche en quelque sorte sur ce qu'il a fait pour l'étudier. Ça, non. Mais il y a cette forme, comment dire, il y a chez lui ce que j'appellerais cette liberté qui fait que
il a fait tellement de films qu'il a besoin, alors c'est comme ça qu'il le formule à l'américaine, de trouver de nouveaux défis, de nouvelles manières de raconter, de nouvelles histoires, des terrains où il est pas allé. Quand il fait en 2000 un film comme Space Cowboys, moi que j'aime beaucoup, bon, il fait un film de science-fiction, enfin pas de science-fiction, un film dans l'espace, avec des astronautes. Qui attend ça de lui, quoi? Qui attend qu'il fasse un film comme celui-là? Donc voilà, tout d'un coup, alors il va aller faire des films à Iwo Jima, il va aller faire un film dans un Thalys, il va aller... Bon, on voit bien que ce qui l'intéresse, c'est de trouver les histoires, de trouver pas tellement un genre, mais de se déplacer, effectivement. Dans les années 2000, parce qu'il en a les moyens, de prendre des risques en termes de production. Donc les deux films Iwo Jima, L'aide d'Iwo Jima et Mémoire de nos pères, qui sont quand même des productions assez lourdes. Donc c'est quelqu'un qui effectivement se déplace d'une manière un peu imprévisible. C'est quelqu'un qui va faire un film comme Au-delà, bon, que pas grand monde a vu non plus, mais qui n'est pas totalement réussi non plus. Mais en fait, pour répondre à ta question sur Romer, Rivetsu, je trouve, moi, si je suis héritier de quelque chose, c'est que je me dis, chaque fois qu'un cinéaste qui m'importe fait un film, je me dis, mais si ce cinéaste est à l'importance que moi je lui prête, s'il est allé faire ce film, pourquoi j'irai pas voir? Il y a sans doute quelque chose qui l'a intéressé. Qu'est-ce qui l'a motivé? Qu'est-ce qui le meut? Je cherche pas la petite bête en ce sens que je me dis pas, ah non, cette fois-ci c'est sans moi. Non, je vais voir. Je me dis, il y est forcément. Voilà, politique du film. Par exemple, tu consacres un chapitre entier à son biopic de J. Edgar Hoover. Oui. Avec Leonardo DiCaprio. Et alors ça, effectivement, c'est un peu ingrat. Tu le dis toi-même. C'est un film de 2h30. À un moment, c'est le même couloir du FBI et le même fou furieux dans son bureau du FBI. Qu'est-ce qui peut bien l'intéresser là-dedans? Ben voilà. Ça, et à ce film-là, parce que comme ça m'a paru un film, encore une fois, je ne suis pas sûr que Eastwood dirait ça, mais moi, ça m'a paru un film pivot. Je me suis dit, tiens, ce film-là, il est un peu tout seul dans son genre, il est un peu tout seul entre deux décennies, il appartient ni à la précédente ni à la suivante, et pourquoi, tout d'un coup, Eastwood s'intéresse à Hoover? Qu'est-ce qui l'intrigue? Alors, après, pour moi, si je dois résumer, c'est encore une fois Kennedy. C'est-à-dire que voilà l'homme le plus puissant du monde, celui qui avait les moyens de tout déjouer, en fait, l'acteur idéal de l'Uchronie, celui qui pourrait écrire une certaine histoire et qui, parce qu'il est obsédé par ses petites histoires à lui, passe à côté de la grande et devient en quelque sorte spectateur là où il aurait pu être acteur. Il me semble, moi, que c'est ce qui a intéressé Eastwood. Mais quand je vais voir J. Edgar, j'y vais justement pour essayer de savoir ce qui a bien pu l'intéresser, lui, dans l'idée de raconter cette histoire, de consacrer un an de sa vie, disons, à tel film ou tel autre. Il y a bien quelque chose là qui a fait tilt, comme Eastwood ne le verbalise pas forcément, ne le formalise pas, puisqu'il est justement un cinéaste instinctif, il passe son temps à dire voilà, je me suis décidé parce que l'histoire m'a plu, ou des choses comme ça. Bon, et il nous reste que le film pour essayer de comprendre ce qui a bien pu le motiver. Et J. Edgar m'a paru effectivement, là encore, une figure historique, quelqu'un qui a réellement existé, qui aurait pu avoir un effet sur l'histoire des États-Unis, et qui, du fait de son comportement, ne l'a pas eu. Et ça, Eastwood, d'une certaine manière, ne le lui pardonne pas. Et le film ne le lui pardonne pas. Et alors, pour parler d'un Eastwood, alors lui unanimement reconnu, ou à peu près, est-ce que Bird, par exemple, son film sur Charlie Parker, c'est presque, avec son amour de la musique, sa connaissance réelle, en tant que musicien lui-même, et puis presque érudit jazz, est-ce que Bird, c'est aussi un portrait rêvé de l'artiste qu'il ne sera pas? Parce que justement, sans concession, avec une trajectoire romanesque, romantique, mais très courte, avec la drogue aussi, ça, je ne crois pas que ça soit exactement son genre. Enfin voilà, s'il s'intéresse à Charlie Parker, c'est évidemment par admiration pour le musicien, mais c'est aussi une figure de l'artiste la plus éloignée possible de lui, d'une certaine façon. Je pense qu'il ne s'identifie pas à Charlie Parker, c'est-à-dire que
Il fait ce film sur donc Bird en 88. C'est d'abord, disons, Charlie Parker, c'est un amour de jeunesse. Quand il a 16 ans, Eastwood voit à l'auditorium d'Auckland et surtout entend Charlie Parker, donc en 1946, il a 16 ans, Eastwood, et Eastwood a dit, ça a ouvert un tout nouveau monde. Il y a un avant et un après Charlie Parker. Il est sidéré par ce qu'il entend, ça le bouleverse, et ça ne cessera d'une certaine manière de l'accompagner. Mais, j'allais dire, Eastwood sent qu'en cinéaste, il n'est pas l'équivalent de ce qu'est Charlie Parker dans l'histoire du jazz. Disons que si on regarde Bird, celui auquel Eastwood peut-être pouvait, tel qu'il est montré dans Bird, hein, celui auquel il pouvait s'identifier, c'était plutôt Dizzy, comment s'appelle son groupe, Dizzy Gillespie que Charlie Parker. Dizzy Gillespie, on voit bien dans le film, c'est celui qui a la tête froide, c'est celui qui a un but, et c'est l'organisateur. L'autre, c'est un feu follet, c'est une comète, c'est quelqu'un d'insaisissable et d'incadrable. Et d'ailleurs, le film ne cherche, c'est sa limite ou sa valeur, ne cherche absolument pas, ou n'arrive pas, ou ne peut pas, ou ne veut pas imiter une forme qui rendrait hommage au bebop de Charlie Parker. Et d'une certaine manière, c'est un film un peu académique. Et c'est déjà une forme d'académisme, c'est déjà un grand sujet, hein, et c'est déjà une forme d'académisme au service, alors là, d'un artiste résolument moderne. Donc je dirais que c'est presque un film où on mesure la distance entre l'artiste et le génie. Et c'est sans doute comme ça que Eastwood se considère et considère Charlie Parker. Et puisque tu en parlais avant de passer la parole à la salle, s'il y a des questions, des réflexions ou des contradictions, il en est à 41 films en tant que cinéaste, officiellement. Officiellement, si, puisque tu sais il y a des films comme L'accord de Rennes qui ne sont pas signés Eastwood et dont on sait que c'est lui qui les a réalisés, mais oui, il y en a 40 ou 41 officiels. Comment tu analyses cette incroyable persistance qui, dans le cinéma européen, peut se voir? Oliveira a tourné jusqu'à son dernier souffle, Bergman, après un long arrêt, s'est remis à faire des films à la fin quand il était très vieux. Ça s'est vu. Dans le cinéma américain, c'est quand même beaucoup plus rare, quoi. Des cinéastes en activité à 94-95 ans, c'est rare. Et en plus, on le traite de gâteux quand même par-dessus le marché. C'est-à-dire que son avant-dernier film, qui s'appelle Crying Macho, et qui n'est peut-être pas effectivement un de ses plus grands chefs-d'œuvre, disons que l'âge du capitaine a été très interrogé. Il a fini par se disputer avec la Warner, qui, tu le disais, est sa maison de production historique. Comment expliquer cette pulsion de cinéaste, cette pulsion vitale, où visiblement il a décidé qu'il tournerait jusqu'à son dernier souffle? Ah oui, ça, il mourra en scène. Je ne sais pas si on peut expliquer la pulsion, mais en tout cas, on la voit à l'œuvre. Et même par rapport, tu disais Oliveira, il me semble que dans sa carrière, certes, il a tourné jusqu'à 107 ans, mais il y a eu un moment, il y a eu un long temps où il s'est interrompu. Ce qui fait à la fois, disons, la ressemblance d'Eastwood avec certains cinéastes classiques, mais aussi la différence, c'est cette forme de régularité. Ça, c'est le cinéma classique, quand le système des studios tournait à plein régime. La régularité à laquelle il ajoute la longévité. C'est-à-dire qu'il y a des cinéastes de l'âge classique, je ne sais pas moi, Nicolas Ray, Howard Hawks, ils auraient voulu faire d'autres films. À un moment, le système des studios ne les porte plus, et ils s'arrêtent, alors que, plus âgés, ils auraient continué sans doute à faire des films. Mais lui, du fait de son parcours très singulier, tout en étant ce cinéaste classique-là, qui par exemple, comme William Wellman, auquel on rend hommage là, William Wellman, c'est quelqu'un qui fait son dernier film en 1958, dans lequel Eastwood a un petit rôle, Wellman va mourir 20 ans plus tard. Alors, certes, il commence à être fatigué dans les dernières années, mais je suis sûr qu'il avait encore des années sous le pied. Mais à un moment, le système des studios hollywoodiens change et le débarque en quelque sorte. Eastwood, lui, il a créé les conditions de sa longévité. Mais dès le début, je disais La Société Malpasso en 67, le succès qui a été le sien et qu'il a trouvé le moyen de reconduire
comme ça, de loin en loin, pendant différentes décennies. Il trouve là, et il a créé, alors ce qu'on peut appeler l'atelier Malpasso, c'est-à-dire aussi comment il a créé autour de lui une équipe évolutive, mais qui fonctionne comme un atelier de la Renaissance, c'est-à-dire que le chef opérateur historique va former le suivant prendra la place parce qu'il a été assistant de l'opérateur sur plusieurs films précédents, puis lui-même former quelqu'un. Donc il y a un jeu comme ça à tous les postes, que ce soit au montage, que ce soit à la direction de la photo. C'est incroyable de voir la permanence ou la persistance de certains des collaborateurs d'Eastwood et comment lui-même organise les passations et, d'une certaine manière, sa propre longévité. Parce qu'il dit, vous savez, quand vous êtes bien entouré, le film s'occupe de lui. Bon, c'est une manière de dire aussi, de ne pas poser à l'auteur, mais de dire, il faut savoir organiser les choses de telle sorte que vous atteigniez votre but en y mettant certaines conditions. Donc, pour toutes ces raisons, et puis, son incroyable longévité physique, c'est bon, il en a fait un sujet, et la méditation sur le temps est une dimension essentielle de son œuvre, mais je raconte presque pour l'anecdote, mais pour le coup, comment dire, il se trouve que ces charlatans avaient raison. Dans les années 80, comme ça se fait beaucoup en Californie, sort un best-seller pour Vivre vieux, publié par des, je ne sais pas comment on les appelle, des médecins qui se baptisaient eux-mêmes des longévistes. Ces longévistes donnaient toute une série de recettes dans un livre à succès vendu à des millions d'exemplaires pour vivre vieux, ce qu'il fallait manger, ce qu'il fallait boire, ce qu'il fallait avaler comme médicaments ou comme vitamines et tout ça. Et dans ce chapitre, dans ce livre, on sait qu'il y a un chapitre consacré à Mr. Smith. Et Mr. Smith, en 82, quand le livre paraît, on apprend par la suite que c'est Eastwood. Donc je l'ai lu ce chapitre, j'ai rien compris, mais parce que c'est bourré de... Alors j'ai recopié certains des éléments de la recette Eastwood, mais toujours est-il que ces charlatans avaient raison, puisqu'il est encore là. Donc ce qu'il a mangé, ce qu'il a bu grâce à eux, ou le régime qu'il s'est imposé, parce que pour être cinéaste, il ne s'agit pas seulement d'avoir des idées, du pouvoir, encore faut-il avoir la santé. Or, lui, quand il fait, même à 94 ans, Juré numéro 2, le film a plutôt de la santé, il est plutôt en forme, et je dirais même, c'est un bulletin de santé de cinéaste, Juré numéro 2, justement après Cry Macho. Cry Macho a semblé donner des signes de faiblesse, et sans doute, le film n'a d'intérêt que parce qu'il y joue, et en même temps, le principal problème, c'est qu'il y joue. Bon. Mais toujours est-il que quand il fait Juré numéro 2, on ne dirait pas le film d'un homme de 95 ans. Donc il a, autant que possible, et tant que ça durera, une certaine forme de santé qui l'aura accompagné absolument toute sa vie. Oui, comme le disait Chantal Akerman, pour faire du cinéma, il faut commencer par se lever. Et quand on a 95 ans, être sur le plateau à 8h du matin, ça ne doit pas être facile. Voilà. Tous les jours, vous levez la main, il y a un micro qui est là. Monsieur. Bonsoir. Faire l'analyse des films de Eastwood, je me demande s'il n'y a pas une limite, parce que je l'ai entendu dire dans un documentaire que finalement, il est producteur, réalisateur, il fait donc ce qu'il veut en soi, mais il choisit ses scénarios bouclés, il intervient assez peu dessus. Donc en fait, il choisit des histoires qui sont finies, qui lui plaisent, ok, mais il ne les remet pas en cause. Est-ce que vous avez la même information ? Alors, je pense que ça, c'est une... Comment dire ? C'est vrai et c'est faux. Je pense que Eastwood n'écrit pas, il n'écrit pas d'histoire, il cherche l'histoire, on cherche des histoires pour lui, mais il y a de la réécriture, il y a des reprises, il y a un contre-exemple, j'en parlais hier, c'est pour Impitoyable, quand il a lu le scénario de David Webb Peoples, il a dit j'ai lu ce scénario, je l'ai trouvé parfait, et chaque fois que j'ai essayé de le modifier, je me rendais compte que je le faisais foirer. Donc ça veut bien dire aussi qu'il y a travaillé, qu'il avait des idées, il a demandé souvent de la réécriture, et puis il y a le fait que, d'une part, on peut accepter une histoire, mais après, c'est la manière dont on va la mettre en scène. Et là, l'analyse joue à plein. C'est-à-dire que même... Et puis le fait qu'il accepte une histoire, même en supposant qu'il l'accepte, entre guillemets, toute faite, le simple fait qu'il l'accepte, elle entre dans une... non pas une logique d'œuvre, parce que justement ça serait le panthéoniser que de dire ça, mais enfin,
il choisit ce sujet. S'il le choisit, pourquoi? Pour sa force de rupture, parce que ça fait un pont ou un lien avec tel ou tel autre film. Il ne le formulera jamais comme ça, mais ça c'est, je dirais, notre travail, c'est notre regard, c'est notre envie que de... Voilà, Grand Torino, je ne suis pas sûr qu'Eastwood ait dit quelque part que d'une certaine manière c'était la résurgence ou la persistance ou la reprise, et pour en finir, du personnage de Dirty Harry. Et pourtant, quand on voit le film et qu'on le voit faire le geste iconique du Magnum, on ne peut pas se dire que ce geste sort de nulle part. Donc je dirais que ça, c'est notre travail de spectateur ou de regardeur. C'est pour ça que moi, mon idée du livre, c'est celle-là. Bien sûr, en partie une biographie, parce que quand la biographie vient informer l'analyse, mais politique du film. C'est-à-dire que c'est là qu'on va trouver ce qu'on cherche, si ça y est. Bonjour. Vous avez dit, Bernard Benoliel, me semble-t-il, qu'à votre avis, Clint Eastwood avait lu tout Bachelard. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Non, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Il se trouve que je suis persuadé que Eastwood n'a jamais lu Gaston Bachelard. Mais moi, je l'ai un peu lu. Mais vous dites ça parce que dans le livre, je me sers de... En fait, quand j'écris un livre, je cherche très souvent un ami imaginaire. C'est-à-dire que quand on se consacre à un sujet, alors par exemple Eastwood, au bout d'un moment, avec tout l'amour du monde, on se sent devenir un peu monomaniaque. Et on se sent devenir un peu, bon, dans une sorte de face-à-face un peu lassant. Et je cherche toujours un troisième terme, disons un tiers. Quand j'avais fait le livre sur Bruce Lee, la pensée de Jean Epstein m'avait paru incroyablement éclairante pour, disons, formuler certaines choses autour de la figure de Bruce Lee. Là, il se trouve que Bachelard, ou le philosophe transcendentaliste, alors là, pour le coup, qui est beaucoup plus proche d'Eastwood, qui est Henry David Thoreau, ça, voilà des références qui m'ont paru utiles, en quelque sorte, pour essayer de dire ce que j'avais à dire et le formuler. L'imaginaire eastwoodien, en le passant au tamis de Bachelard, parfois, ça donne effectivement quelques résultats, mais encore une fois, c'est l'idée d'avoir un compagnon de route. C'est ça, je pense que quand on se lance dans l'écriture d'un livre et que ça prend un peu de temps, c'est bien d'avoir un ami, enfin de voyager à deux, quoi. Vous avez bien compris, madame, qu'il affirme que Bruce Lee est un spécialiste de Jean Epstein. Voilà. Monsieur. Bonjour, merci pour cette séance. Je revois celui pour je sais pas là combien de fois, mais bon, ça fait déjà un certain nombre de fois, et c'est un film que j'aime bien. C'est pas le cas de tous les Eastwood. Par exemple, je suis pas fan de 15h17, mais bon, là, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de fans de 15h17. Je voulais aborder deux points sur Eastwood. La première, est-ce qu'on doit vraiment considérer Eastwood comme auteur seulement en tant que cinéaste, ou d'abord auteur en tant que producteur, sachant qu'il y a certains films où il est ni présent comme réalisateur, ni présent comme acteur. Il n'y en a pas beaucoup dans la production Malpazzo, mais bon, par exemple, je me souviens, à l'époque de Bird, il a produit un documentaire sur Monk, par exemple. Voilà. Donc, c'est des films où il est en retrait, mais il y a quand même une politique de producteur. Donc, est-ce que, en tant que producteur, ce qu'il a été avant d'être réalisateur, on peut le considérer comme auteur, d'abord dans ses choix de producteur? En tout cas, il devient producteur, effectivement, en 67, mais il devient producteur, entre autres, pour devenir réalisateur. C'est-à-dire que son but, et son but principal, c'est de devenir metteur en scène. Mais en créant les conditions de la pérennité de ce geste. C'est-à-dire qu'il sait bien que dans le système hollywoodien, vouloir être cinéaste ne suffit pas, et qu'il n'est pas à l'abri d'un échec, et donc de l'impossibilité de tourner. Je pense que vraiment il devient producteur, parce qu'il en a les moyens, parce qu'il faut se souvenir que dans les années 70, c'est là, en tant qu'acteur, c'est tout en étant absolument méprisé par la critique, c'est la star numéro 1 au box-office, aux États-Unis. Donc il a un pouvoir immense. Ce pouvoir, plutôt que de s'en servir pour n'être qu'acteur, il veut s'en servir pour devenir réalisateur.
il devient réalisateur dès 71, c'est-à-dire à un moment où, enfin, la même année que l'inspecteur Harry. Donc, producteur, oui, et il fera des choix de passion. Vous avez dit le documentaire qu'il a produit sur Thelonious Monk, il en a produit d'autres sur Johnny Mercer, c'est souvent lié à la musique, parce que c'est ça qui le meut, c'est ça qui... Et puis, Eastwood a dit, hein, les États-Unis ont inventé, il y a eu 2 inventions artistiques proprement américaines, le western et le jazz. Voilà, donc lui, ça lui sert de boussole, et après, avec les moyens qu'il a et la passion qui l'anime, il va produire tel ou tel film, parce que, j'allais dire, c'est presque un film comme Thelonious Monk, j'allais dire, il tombe du camion de Bird. C'est la suite, ça va avec, ça fait partie c'est le même écosystème. Mais je suis convaincu que son but, en tant que producteur, était d'avoir plus de pouvoir, disons, dans ses choix de rôle, en tant qu'acteur, et de créer les conditions pour être metteur en scène. Deuxième partie que je voulais aborder, c'est... je me demandais s'il n'y avait pas un malentendu quand, par exemple, le public en France aime Eastwood, qu'on voit par exemple des représentations de la communauté dans ces films. C'est très important pour lui, le thème de la communauté, on l'a encore vu dans le film d'aujourd'hui. Mais depuis plus de 15 ans, il s'est engagé dans le mouvement libertarien. Et quand on regarde un peu la philosophie, quand on lit un peu la philosophie du libertarianisme, il y a des choses qui nous choqueraient en France. Donc des fois, est-ce que notre grille de lecture sur l'émotion qu'on a dans ces films, c'est une grille de lecture qui n'est pas un peu faussée, en tout cas, qui est sûrement très différente de l'œil de Eastwood sur ces scènes-là? Oui, c'est en partie possible. Je pense que, en tant que spectateur français, on ne comprend jamais tout à fait ce qu'est un film américain. Il y a quelque chose, je pense, dans la pensée politique américaine qui continue, ou qui est très difficile à cerner, parce qu'on a tendance à penser avec nos critères, nos catégories, et que c'est beaucoup plus difficile, disons, de les plaquer sur le système politique américain. Quant au libertarianisme, oui, Eastwood s'est décrété libertarien. Aujourd'hui, le libertarianisme, moi je ne sais pas si ce qui se passe à l'heure actuelle à la Maison-Blanche relève du libertarianisme, même si parfois il semble s'en revendiquer, mais c'est un tel patchwork que tout le monde s'y perd. Mais toujours est-il que Eastwood, lui, s'est revendiqué, disons, de la pensée libertarienne, qui passe en particulier, disons pour le dire vite, par une forme d'individualisme, un individualisme singulier et dont la singularité additionnée va faire communauté ou collectivité, une méfiance à l'égard de l'État fédéral, une croyance dans les communautés à petite échelle, et aussi une dimension, j'allais dire, libidinale du libertarianisme, qui serait résumée par une formule d'un des libertariens historiques, et qui disait, cette formule, c'était « les vices ne sont pas les crimes ». Donc à partir du moment où, entre guillemets, et ça vous l'avez vu, alors by the book dans Minuit dans le jardin du bien et du mal, les vices ne sont pas des crimes. Tant que votre vice, votre goût, votre passion, ce qui vous anime, ce qui vous meut, n'entame pas ou n'empiète pas sur la liberté de l'autre, et que, en quelque sorte, cette collection de libertés est compatible entre elles, alors là se créent les conditions, selon Eastwood, de la communauté, et je dirais même de la communauté utopique ou rêvée. C'est celle-là dont il rêve, et dont on peut trouver, alors dans Minuit dans le jardin du bien et du mal, c'est, je dirais, toute la ville, puisque là, il trouve comme une exception historique, comme là encore, comme dans Sully, c'est-à-dire un événement dans le réel qui donnerait raison à ses fantasmes. Mais dans d'autres films, on peut trouver des moments comme ça de ce que j'appelle l'hétérotopie, c'est-à-dire le moment où l'utopie trouve son lieu. Voilà. L'utopie trouve son lieu, et il y a des moments comme ça dans les films d'Eastwood qui sont un peu des moments suspendus, parce que, par ailleurs, c'est un cinéaste ou un homme hanté par la question du temps qui passe, et de ce que le temps fait aux êtres et aux choses. Donc c'est toujours un peu dialectique. Mais disons, voilà, sur la question le libertarianisme, c'est intéressant parce que, par exemple, pour vous donner une limite, en quelque sorte, c'est que quand Eastwood, dans les années 70, fait avec Michael Cimino le film Le Canardeur,
Ça se passe tellement bien entre eux que, en fait, Michael Cimino a un autre projet et il veut adapter un pavé qui, en France, est assez peu connu, sauf par le film de King Vidor, mais qui, aux États-Unis, est un best-seller et qui est, alors à l'époque, on n'appelait pas ça comme ça, mais aujourd'hui considéré comme la Bible du libertarianisme, et qui est le roman de Ayn Rand, qui est traduit en français dans le film de King Vidor, Le Rebelle, bon, The Fountainhead. Et Cimino veut adapter ce roman, et il veut donner à Eastwood le personnage j'allais dire, de l'architecte surhomme. Bon. Eastwood réfléchit, il est tenté, la comparaison avec Gary Cooper est problématique, bon, mais... Et en fait, il va décliner l'offre. Parce qu'en fait, la vision de Ayn Rand est tellement radicale, voire tellement, entre guillemets, nietzschéenne, ou disons, bon, une sorte de certaine lecture nietzschéenne, que toujours est-il que cette vision-là ne lui correspond pas tout à fait. C'est-à-dire que c'est un libertarien, mais pas à la Ayn Rand. Donc vous voyez, c'est des subtilités ou des différences qui font aussi que Eastwood peut être une chose et l'autre. Et qu'il est très difficile de l'assigner. Il est très difficile de le positionner et de lui dire, voilà, il est là, il ne bouge pas. Ben non, il bouge. Oui, je voulais revenir sur ce que Frédéric Bonneau a dit tout à l'heure. J'avoue que j'ai eu un raptus, parce que pourquoi vous faites un lien entre Mandela et Obama? Parce que moi, je ne le fais pas du tout. Mandela... C'est pas moi du tout qui le fait le lien, c'est Bernard Benoliel dans son livre, qui dit qu'en fait, il y a un film qui est plutôt considéré comme un Eastwood mineur, hein, à vrai dire, qui s'appelle Invictus, sur la victoire de l'Afrique du Sud, de l'équipe de l'Afrique du Sud de rugby lors de la Coupe du Monde de rugby qui a lieu en Afrique du Sud, et c'est aussi, disons, un portrait de Mandela, chef d'État. Voilà. Et Bernard, je crois ne pas te trahir, dit que c'est toujours compliqué avec Eastwood et qu'il a cette ambiguïté et ce déplacement. Et que donc il aime tellement, et visiblement il admire tellement Mandela, que Bernard considère, si j'ai bien compris, Obama à ce point-là, puisque lui aussi est un chef d'État noir, et dans un pays comme l'Afrique du Sud, les États-Unis, où il est le premier chef d'État noir. Voilà. Oui, mais alors... Maintenant, je ne dis pas du tout que les deux se ressemblent, j'ai aucune idée là-dessus. Je suis un peu surprise, parce que sans doute que Eastwood a été considéré très souvent, je l'ai souvent entendu, comme un facho, parce qu'il était républicain, il n'était pas du tout démocrate. Mais quand on voit ses films, il n'y a pas une once, ni de racisme, ni d'antisémitisme, ni de quoi que ce soit, donc c'est du pur fantasme, parce qu'il a été longtemps républicain, aujourd'hui je ne sais pas. Mais toujours est-il que, pour moi, s'il a quelque chose à dire, il le dit. Et s'il aimait Mandela, il aimait Mandela, et s'il n'aimait pas Obama, il n'aimait pas Obama. Je crois qu'il est suffisamment libre, et suffisamment... Enfin, c'est comme ça que je le vois, hein. Je ne le connais pas aussi bien que vous, Bernard, mais... Je pense qu'il est assez libre pour aimer ou ne pas aimer, et pas selon la couleur de peau, parce que ça, je trouve que du coup, c'est pas du tout ça. Mais au contraire, quand il a fait Bird, il a dit je me suis senti toute ma vie un noir dans le corps d'un blanc. Mm. Bon, donc quand il fait Minuit dans le jardin du bien et du mal, il est fasciné par Lady Chablis, transsexuelle noire. Donc, bon, des exemples comme ça, il y en a beaucoup dans l'œuvre. Il fait un film sur Mandela, bien évidemment, pour raconter l'incroyable histoire de Mandela. C'est un film sur Mandela. Mais le jeu, ou le but, c'est aussi de se demander pourquoi tout d'un coup il fait ça, en tant qu'Américain. Donc, après, c'est le jeu de l'interprétation, de l'analyse des films. Donc oui, c'est un film sur Mandela, ça je ne peux pas vous l'enlever, et je ne l'enlève absolument pas. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi autre chose? C'est ça l'enjeu j'allais dire, d'un regard analytique. C'est de savoir si le film n'est que ça, ou s'il est aussi ça et autre chose. Et s'il est autre chose, voilà, quelle comparaison on peut établir entre deux chefs d'État noirs, 2 prix Nobel de la paix, un Afro-Américain qui devient président des États-Unis. Bon, c'est ces questions-là que j'essaye de développer ou d'analyser dans le livre. Je ne dis pas que c'est un film
comment dire, que c'est un film prétexte, mais il y a peut-être une double dimension qu'on peut interroger, même si évidemment c'est un film sur Mandela. Mais tout d'un coup, disons, le goût de Eastwood pour le rugby surprend. Alors on se dit, tiens, allons voir. Oui, bonjour. Je n'ai pas encore lu votre livre, alors donc la question, vous allez peut-être me dire que vous y répondez aussi dans votre livre. Cry Nacho, c'est un peu l'adieu aux cow-boys et aux cow-boys flamboyants en couleur des débuts, et donc je pense plutôt à Sergio Leone en l'occurrence. Je voudrais savoir ce qui vous pensez, qu'est-ce qui reste de Sergio Leone finalement dans Clint Eastwood au fil de son cinéma, sachant notamment que plusieurs de ses westerns sont quand même en référence assez proche du personnage de Leone, et que même un film comme Impitoyable est peut-être le contraire d'un film de Leone, mais qu'on en reste avec ce personnage emblématique et solitaire. Et au-delà des westerns, voilà, je voulais avoir juste votre analyse sur ce point-là. Je dirais que formellement, Leone n'est pas très présent chez Eastwood, c'est pas le même régime esthétique. Peut-être que L'homme des hautes plaines, d'une certaine manière, est celui qui se rapprocherait le plus, mais en fait, alors on peut trouver aussi que dans la fin, la manière qu'il a de filmer la fin de Sur la route de Madison, dans cette séparation qui n'en finit pas, il y a quelque chose de la façon dont Leone pouvait faire durer un duel. Bon. Mais je pense que la véritable influence formelle, esthétique d'Eastwood, c'est pas Leone, c'est Siegel. C'est là vraiment ce qu'il veut, non pas reproduire, mais c'est Siegel qui l'inspire. C'est dans sa manière de tourner, dans sa façon, comme il l'a dit, de savoir ce qu'il voulait sur un tournage, de ne pas prédécouper, le culte de la première prise, le goût d'aller vite, tout vient d'une certaine manière de Don Siegel. Sergio Leone, c'est un régime esthétique tellement particulier, tellement singulier, qu'on voit bien que Eastwood, qui appartient ou qui en partie vient du cinéma classique, hein, c'est quelqu'un qui a été acteur dès les années 50, donc dans un moment où j'allais dire, le studio système tourne à plein, même s'il va entrer en crise. C'est plutôt ce modèle-là qu'il a sous les yeux. Leone, pour Eastwood, c'est un merveilleux accident de parcours. C'est quelque chose qui va le fonder, qui va le déterminer, qui va le lancer, mais qui n'est pas reproductible. Et donc, pour moi, esthétiquement, l'œuvre de Leone ne sert pas à lire la mise en scène d'Eastwood. Don Siegel davantage. Sur le personnage, ce qui est intéressant avec le personnage d'Eastwood tel qu'il s'est formé, c'est à un moment, Frédéric a dit, il a parlé il a fait allusion à l'épreuve de force. L'épreuve de force, c'est un film de 1977 où Eastwood joue avec sa compagne Sandra Locke, et il a l'air apparemment de jouer un énième inspecteur dans la lignée de l'inspecteur Harry. Sauf que quand on voit le film, d'abord il donne le beau rôle à la femme, et puis c'est elle qui a l'esprit vif, et c'est lui qui est lent. Lui il comprend toujours avec un temps de retard, il a toujours vraiment, c'est une sorte de boulet, quoi. Alors bon, il s'est donné un coup de poing, mais c'est une sorte de boulet. Et elle comprend beaucoup plus vite que lui. Cette manière de jouer, disons, avec le personnage un peu monolithique, voilà, pour répondre, je dirais que ça, c'est quelqu'un qui a toujours été souvent perçu de manière monolithique, alors que lui n'a cherché que des variations, n'a cherché que à organiser des différences entre ces différents personnages, pour que justement, on ne le résume pas au monolithe tel qu'il est apparu et qu'il a frappé les esprits, par exemple dans la trilogie du dollar de Sergio Leone. Donc c'est quelqu'un qui est beaucoup plus, dans son jeu d'acteur et dans ses choix de personnages, subtil ou variant, que la répétition, même si il y a des figures de style qui de western en western reviennent, et en particulier celle d'apparaître et de disparaître à l'horizon. Ça fait partie, sinon du genre, en tout cas de la mythologie westernienne. Mais on peut trouver ça dans des films de William Hart, qui était un des premiers cow-boys du temps du muet. C'est-à-dire cette idée, dans le western, du héros qui arrive en ville et puis qui à la fin repart. Bon, Eastwood en a fait une figure
presque comme Chaplin quand il s'en va sur la route à la fin. Tous les films de Chaplin ne se terminent pas comme ça, et on a l'impression qu'ils se terminent tous comme ça. Finalement, les westerns où il se passe ça dans les films d'Eastwood, il n'y en a pas tant que ça. Mais en même temps, c'est une figure qui a tellement marqué qu'on a tendance à la photocopier imaginairement. Merci beaucoup de vos questions, de vos réflexions. Merci beaucoup, Bernard. Merci à vous. Merci à vous. Et donc, voilà, vous pouvez rejoindre Bernard et son livre sur la médecine de Lens, la Libre. À bientôt.